Il existe une force tranquille qui se manifeste lorsque nous choisissons de ne pas réagir. À une époque où tout le monde valorise ceux qui crient le plus fort, qui s'irritent facilement ou agissent sur un coup de tête, rester serein, ressentir sans laisser les émotions prendre le dessus est devenu un talent presque oublié. Les stoïciens disaient déjà que ce qui nous dérange, ce ne sont pas les situations en elles-mêmes, mais notre façon de les percevoir. Pourtant, combien de fois avons-nous abandonné notre calme à cause du bruit du monde, d'une phrase mal interprétée ou d'un inconfort passager? Aujourd'hui, je vous invite à vous rappeler que la liberté ne consiste pas à contrôler tout ce qui se passe. Il s'agit d'apprendre à gérer les événements de manière plus consciente. Cela ne signifie pas que vous devez cacher ce que vous ressentez. Cela signifie mieux comprendre cet espace court entre ce qui se passe et comment vous choisissez d'agir. C'est dans cet intervalle que réside votre force. C'est là que vous devenez quelqu'un de plus solide. Si ce chemin résonne en vous, je vous demande d'aimer cette vidéo, de l'envoyer à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de venir avec moi découvrir la force qui existe dans l'acte de ne pas réagir. Connaître ce qui touche vos émotions est essentiel. Chaque fois que vous ressentez quelque chose de fort, cette émotion apporte un message. Pas toujours sur le présent, mais souvent sur quelque chose de plus ancien, quelque chose qui est resté marqué dans le passé, lorsque vous étiez enfant et ne saviez pas comment vous protéger. Pour vraiment gérer vos émotions, vous devez d'abord devenir quelqu'un qui porte attention à lui-même, qui observe ce qu'il ressent comme s'il lisait de vieilles lettres conservées dans sa mémoire. Pensez à la dernière fois où vous avez réagi de manière excessive. Peut-être que quelqu'un a fait un commentaire sur quelque chose vous concernant et, avant même de réfléchir, vous êtes devenu en colère comme si quelque chose d'énorme s'était produit. Ou peut-être que quelqu'un vous a laissé de côté et cela a fait plus de mal que la situation ne le justifiait. Dans ces moments, ce qui est en face de vous n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a beaucoup de choses. Des souvenirs d'enfance, des moments où vous vous êtes senti ignoré, des blessures qui vous ont appris à vous protéger, des peurs que vous n'avez jamais réussi à exprimer à voix haute. Ce sont vos déclencheurs, des histoires anciennes qui influencent encore vos réactions, même sans que vous en soyez conscient. Les stoïciens comprenaient cela très bien. Marc Aurèle a écrit quelque chose comme « Si quelque chose de l'extérieur vous blesse, ce n'est pas cette chose en soi, mais ce que vous pensez à son sujet. » Et d'où viennent ces pensées? De nos expériences les plus marquantes. Pour bien prendre soin de votre vie émotionnelle, il est important de cesser de penser que chaque réaction est un événement isolé. En réalité, elle révèle des morceaux de quelque chose de plus profond qui existe en nous. Ce travail commence par l'attention, sans autocritique ni culpabilité. Observez simplement. Lorsque vous ressentez quelque chose de très fort, respirez profondément. Demandez-vous, que ressens-je vraiment? Est-ce seulement sur le moment ou y a-t-il plus de choses derrière? Commencez à identifier les schémas. Peut-être devenez-vous plus sensible lorsque vous êtes critiqué. Peut-être vous sentez-vous mal lorsque vous êtes mis de côté, car cela renvoie à une vieille solitude. Rien de tout cela ne montre de la faiblesse. En fait, ce sont des occasions de mieux vous comprendre. La conscience de soi est le pont entre être dominé par les émotions et réussir à les gérer. Imaginez entrer dans une pièce sombre remplie de choses par terre. Sans lumière, vous allez trébucher. Mais si vous allumez la lumière, tout devient plus clair et vous pouvez avancer plus sûrement. Vous ne vous plaignez plus de l'obscurité, vous apprenez simplement à avancer avec plus de précaution. Et c'est ici que réside l'une des vérités du stoïcisme. L'objectif n'est pas de se débarrasser de tous les déclencheurs. Il s'agit de bien voir ce qui se passe pour que cela n'ait plus autant de pouvoir sur vous. Épictète disait que les faits sont neutres. Ce qui leur donne du poids, ce sont nos interprétations, nos peurs et nos blessures anciennes. Lorsque vous comprenez d'où vient votre réaction, vous faites le premier pas vers la libération. Ce chemin ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit petit à petit, jour après jour, en observant, en réfléchissant et en se traitant soi-même avec plus de bienveillance. Parfois, vous remarquerez le déclencheur avant de réagir.
D'autres fois, ce ne sera pas le cas. C'est normal. Mais chaque fois que vous en apprenez un peu plus sur vous-même, c'est une victoire. Chaque découverte est une brique dans la construction de votre solidité émotionnelle. Demandez-vous souvent, d'où vient cette réaction? Est-ce vraiment sur le moment ou est-ce que je porte une histoire ancienne avec moi? Avec le temps, vous constaterez que ces émotions qui vous abattaient perdent de leur force. Vous vous sentirez plus centré, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Comprendre vos déclencheurs ne signifie pas devenir une personne froide. Cela signifie devenir quelqu'un de libre, libre de ressentir sans se perdre, libre de répondre sans être enfermé, libre d'aller de l'avant sans porter des douleurs qui auraient dû rester dans le passé. C'est la révolution silencieuse qui se produit en vous, le premier pas vers une véritable sérénité. Enfin, n'oubliez pas le corps, il prévient avant l'esprit. Avant même que vous ne pensiez « je suis en colère » ou « je suis nerveux », votre corps a déjà donné des signaux. Cœur qui s'accélère, tension dans la poitrine, épaules tendues, respiration bloquée. Le corps parle d'abord. Il suffit de commencer à l'écouter. 2. Le corps est le premier à informer sur les émotions. Si vous apprenez à y prêter attention, il devient un compagnon fidèle dans le chemin de compréhension de vos sentiments. Souvent, nous vivons déconnectés de notre propre corps, enfermés dans nos pensées et courant après nos obligations. Nous réalisons à peine les sensations qui vont et viennent en nous tout au long de la journée. Mais chaque émotion, chaque sentiment fort se manifeste d'une manière ou d'une autre dans le corps. La colère peut bloquer votre bouche, l'anxiété peut provoquer un froid dans le ventre, la tristesse peut peser sur la poitrine. Ces sensations n'apparaissent pas par hasard. Elles sont des signaux, d'abord plus légers, puis plus intenses si nous n'écoutons pas, destinés à ramener notre attention sur nous-mêmes. Les stoïciens parlaient beaucoup de l'entraînement de l'esprit en observant ce qui se passe. Ils ne parlaient pas tant du corps directement, mais leurs idées montrent qu'ils valorisaient la connaissance de soi dans son ensemble. Marc Aurèle, par exemple, écrivait sur l'observation de ses propres pensées comme si l'on regardait de l'extérieur, sans se juger. Aujourd'hui, nous comprenons que cela s'applique aussi au corps. Après tout, c'est là que commencent les réactions. Prendre conscience de ce qui se passe dans le corps est le premier pas pour récupérer ce moment crucial entre ce qui arrive et ce que vous faites. Au lieu d'être emporté par la colère, la peur, l'envie ou la tristesse, vous ressentez le premier signe. Vous réalisez « Oups !» Il se passe quelque chose ici, à l'intérieur. Et rien que le fait de reconnaître cela, une porte s'ouvre. Une porte où il existe un choix. Un endroit où vous cessez d'être prisonnier de l'impulsion et où vous commencez à agir avec intention. Lorsque quelque chose vous touche, apprenez à regarder à l'intérieur en premier. Au lieu de répondre dans l'automatisme, respirez profondément. Au lieu de garder rancune en silence, posez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Allez doucement. Question. Que me dit mon corps avant que ma tête n'invente une explication? Cette pratique d'écouter son corps est simple, mais pas facile. Elle nécessite de l'attention, du calme et du courage pour ressentir l'inconfort sans y fuir. Dans de nombreux cas, le corps exprime des vérités que l'esprit peut ignorer. L'esprit peut inventer des excuses, nier ou modifier l'histoire. Mais le corps montre ce qui est véritable. Si vous vous sentez en insécurité, vos muscles se tendent. Si vous vous sentez oublié, votre respiration devient courte. Ces signaux ne sont pas des faiblesses. Ce sont des opportunités de mieux se comprendre. Et lorsque vous comprenez, vous pouvez choisir. Si vous repérez ce que votre corps dit dès le début, vous pouvez agir avant que l'émotion ne se transforme en tempête. Respirer lentement peut apaiser le tumulte avant qu'il ne prenne le dessus. Relâcher les épaules avec intention peut envoyer un message de sécurité à votre corps. Inspirer plus consciemment peut empêcher la panique de s'intensifier. Avoir le contrôle ne signifie pas ne rien ressentir. C'est apprendre à traverser ce que l'on ressent sans se noyer. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre tête que dans la réalité. Beaucoup de cela se produit parce que nous ignorons les premiers signaux du corps et laissons nos pensées s'emballer. Mais si vous vous appuyez sur ce que vous ressentez maintenant,
Dans le présent, vous pouvez réduire une partie de la force de ces émotions et retrouver la clarté. Pensez à votre corps comme à une alarme émotionnelle, une sorte de boussole vivante qui indique qu'il se passe quelque chose avant que cela ne devienne trop intense. Chaque signal est une occasion de faire différemment, faire une pause, respirer et agir avec sagesse et non sur un coup de tête. Ce n'est pas cacher ce que l'on ressent, ce n'est pas faire semblant. C'est une forme profonde de respect envers ses émotions. Écoutez vraiment avant d'agir. Avec le temps, cette pratique devient une habitude. Vous commencez à vivre avec plus de sensibilité, pas avec excès, mais avec conscience. Vous percevrez la colère avant qu'elle ne devienne un cri, la tension de l'anxiété avant qu'elle ne provoque une paralysie. Et en percevant, vous serez capable de gérer. Vous pourrez choisir la patience plutôt que la précipitation, le calme plutôt que la confusion, la clarté plutôt que la peur. Prêter attention à son corps n'est pas quelque chose de trivial. C'est la base de tout équilibre émotionnel. Car si vous ne ressentez pas bien ce qui se passe à l'intérieur, vous restez toujours prisonnier de ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque vous apprenez à écouter les signaux de votre corps, vous commencez à maîtriser les tempêtes de votre vie. 3. Créer un espace avant de réagir. Il existe un instant très petit, presque invisible, entre ce qui se passe et la manière dont nous réagissons. Un morceau de temps où réside la liberté. Beaucoup de gens ne réalisent même pas que ce moment existe. Ils passent directement de l'émotion à la réaction, comme une étincelle qui embrase une paille sèche. Mais la plus grande force que nous puissions développer est justement celle-ci. Trouver ce petit espace, l'élargir et apprendre à y vivre. C'est ici que commence le véritable contrôle. Ce n'est pas cacher ce que l'on ressent. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est apprendre à agir avec conscience et non être emporté par l'impulsion. Le monde admire les réponses rapides. Soyez agiles, répondez vite, ne pensez pas trop. Mais la véritable sagesse avance d'une autre manière. Elle attend, elle écoute, et ensuite elle répond. Les stoïciens avaient déjà compris cela depuis longtemps. Épictète enseignait que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, nous pouvons toujours choisir comment nous allons percevoir cela. Et ce choix se fait dans ce petit intervalle avant la réaction. Sans cet espace, nous devenons presque des marionnettes tirées par les fils des situations. Créer ce temps entre ce qui se passe et la façon dont nous réagissons n'est pas simple. Notre corps est fait pour agir rapidement, combattre, fuir ou se figer. Lorsque nous nous sentons attaqués, humiliés ou embarrassés, le corps se remplit d'énergie pour réagir. Cet instinct a sauvé beaucoup de gens dans le passé, mais aujourd'hui, cela peut détruire des conversations, anéantir des carrières et ruiner des liens importants. Dans le monde actuel, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui peut respirer profondément face à l'émotion et répondre d'une manière qui correspond à ses véritables valeurs, et non à ce qu'il ressent sur le moment. Comment créer cet espace ? Commencez par l'essentiel, respirez. Lorsque vous sentez que l'émotion grandit, ne dites rien, ne faites rien, respirez simplement. Une respiration calme et attentive brise le cycle de la réaction automatique. Elle envoie un message à votre corps disant que tout va bien pour l'instant, qu'il y a le temps de réfléchir, que vous êtes en sécurité. Après la respiration vient la pensée. Pendant que vous inspirez et expirez lentement, demandez-vous en silence: ce que je suis sur le point de faire est-il nécessaire? Est-ce bienveillant? Cela a-t-il du sens? Ces questions créent une distance entre vous et l'émotion. Ainsi, vous pouvez mieux voir. Pas comme un chef qui ordonne, mais comme un message que vous pouvez choisir d'écouter ou de laisser passer. Au début, cela peut sembler étrange. Réagir par impulsion est une habitude de longue date. Cela peut sembler ridicule de respirer au lieu de répondre immédiatement. Cela peut sembler faible de faire une pause quand tout en vous veut exploser. Mais, avec le temps, vous vous rendrez compte qu'une force différente naît de cela. Une force qui ne fléchit pas facilement. Une force qui reste ferme même lorsque la colère, la peur ou la honte tentent de vous abattre. Marc Aurèle l'a dit simplement: vous avez pouvoir sur vos pensées, pas sur ce qui se passe à l'extérieur.
Lorsque vous comprenez cela, vous trouvez de la fermeté. Et il n'a pas dit que vous alliez trouver de la faiblesse. La fermeté réside dans l'autocontrôle, pas dans la réaction. C'est dans le silence, dans le choix de ne pas être emporté par le moment, que vous trouvez ce point calme en vous. Faire cette pause ne signifie pas devenir passif. Ce n'est pas laisser les autres vous écraser ou rester silencieux quand il est temps d'agir. C'est agir avec clarté, avec intention. Parfois, après avoir respiré et réfléchi, vous devrez encore parler fermement, vous positionner, défendre ce qui doit l'être. Mais alors vous le ferez avec plus de conscience, sans être entraîné par la peur ou la colère. Pensez à un musicien. Chaque note a son importance, mais le silence entre les notes l'est également. Sans la pause, la musique devient du bruit. Avec la vie, c'est pareil. Chaque mot que vous prononcez, chaque acte que vous posez, compose la musique de votre histoire. Et c'est dans les pauses que naît le sens. Alors, commencez à vous entraîner avec légèreté et patience à vivre dans cet espace entre sentir et agir. Commencez par de petites choses. Si quelqu'un dit quelque chose qui vous irrite, faites une pause un instant. Si vous ressentez de la peur après avoir commis une erreur, respirez profondément. Si l'orgueil vous pousse à répondre durement, retenez-vous un peu. Même une seule respiration profonde, une seconde de réflexion, peut complètement changer le cours d'une conversation, d'une relation, parfois même de votre vie. Avec le temps, cette pause s'allongera. Ce qui semblait auparavant impossible deviendra votre nouveau mode de vie naturel. Vous ne serez plus esclave de chaque émotion qui vous traverse. Vous serez libre, libre de choisir, libre de répondre avec sagesse, libre de garder votre calme, même lorsque le monde est en désordre. Créez cet espace, apprenez à vivre dans l'instant, prenez soin de lui, car c'est là, dans cet instant sacré entre ce qui se passe et ce que vous faites, que réside le secret d'une vie meilleure. 4. Apporter de la présence au quotidien. Beaucoup de gens pensent que vivre en pleine conscience ou mindfulness est quelque chose de lointain, de difficile, réservé à ceux qui partent en retraite ou qui ont du temps à revendre. Mais la vérité est bien plus simple. Être présent n'est pas un événement spécial, ce n'est pas un rituel, c'est un mode de vie. C'est prêter attention à ce que vous faites lorsque vous respirez, marchez, mangez ou conversez. C'est mettre de la présence même dans les plus petites choses. Au fond, être présent est un entraînement à revenir encore et encore à l'instant présent. C'est percevoir votre vie pendant qu'elle se déroule et ne pas se perdre dans des souvenirs du passé ou des préoccupations pour ce qui est à venir. Les stoïciens, même sans utiliser le terme mindfulness, vivaient déjà cela. Marc Aurèle, par exemple, écrivait souvent pour lui-même « Revenez à ce que vous faites maintenant, restez ferme dans le présent, agissez avec attention et honnêteté, même dans les tâches les plus simples. » Et pourtant, à quelle fréquence nous déconnectons-nous? Combien de fois passons-nous la journée en pilote automatique, faisant tout sans vraiment y prêter attention? Nous mangeons sans sentir le goût, écoutons sans vraiment entendre, parlons sans réfléchir à ce que nous disons. Dans ces moments-là, la vie nous échappe, non pas parce qu'elle file trop vite, mais parce que nous ne sommes pas présents pour la vivre pleinement. Pour reprendre le contrôle de votre esprit et apprendre à mieux gérer ce que vous ressentez, le premier pas est de ramener votre attention. Être attentif au quotidien est justement cet entraînement. Et tout commence par des gestes simples. Quand vous mangez, mangez vraiment. Remarquez la saveur, la texture, la façon dont votre main porte la nourriture à votre bouche. Lorsque vous marchez, ressentez le sol sous vos pieds, le rythme de votre respiration, le vent sur votre peau. Lorsque vous parlez, parlez avec présence. Écoutez-vous et l'autre personne sans déjà penser à ce que vous allez dire ensuite. Dans chaque acte quotidien se cache la chance de vivre un moment plein de sens. La valeur d'être présent. Le pouvoir d'être présent ne réside pas seulement dans le fait d'apaiser l'esprit, même si cela arrive, mais aussi dans le fait de devenir plus attentif, capable de remarquer le début d'une colère avant qu'elle ne dégénère en dispute, le début de l'impatience, de la tristesse ou de l'orgueil, avant que tout cela vous entraîne dans des actions dont vous pourriez regretter. Être attentif
c'est renforcer peu à peu cette partie de vous qui observe, qui peut s'arrêter, regarder avec clarté et décider en pleine conscience. Cela peut sembler que vivre avec ce type d'attention nécessite plus de temps, plus d'espace, plus de silence que ce que la vie permet. Mais en réalité, il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de changer la façon dont vous faites ce que vous faites déjà. Laver la vaisselle peut être un exercice de présence. Répondre à un message aussi. Rester immobilisé dans les embouteillages peut devenir un moment d'attention, si vous êtes vraiment là, au lieu d'être en proie à la colère ou à l'inquiétude. Sénèque disait « Le véritable bonheur est de profiter de l'instant présent, sans anxiété, et sans dépendre de ce qui vient après. C'est ça, être présent. Plonger dans le moment tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit différent, sans avoir besoin de promettre plus. Et cela ne signifie pas être passif. Ce n'est pas fuir les responsabilités ni ignorer les problèmes. Au contraire, c'est s'engager dans la vie d'une manière plus authentique. Lorsque vous êtes pleinement impliqué dans ce que vous faites, vous devenez plus efficace. Vos actions ont plus de poids parce qu'elles ne sont pas faites sur le mode automatique. Vos paroles touchent plus profondément parce qu'elles sont prononcées avec intention. Vos émotions ne vous dominent pas car vous les remarquez quand elles sont encore petites, avant qu'elles ne deviennent un véritable ouragan. Le chemin vers la présence commence par des choix simples. Respirez avec attention, écoutez de manière authentique au cours d'une conversation, mangez sans téléphone, sans hâte, sans distraction. Ne pensez pas que ces gestes n'ont pas d'impact. Comme des gouttes sculptant une pierre, ils agissent peu à peu, sans faire de bruit. Jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous avez changé. Votre esprit est plus léger, votre cœur est plus solide, et votre vie semble plus complète, non pas parce que tout s'est amélioré, mais parce que vous vivez enfin de tout votre être, ce qui passait auparavant inaperçu. Et quand les difficultés inévitables se présenteront, car elles viennent toujours, être présent deviendra votre point d'appui. Cela ne vous empêchera pas de ressentir la tristesse ou la colère, mais cela vous évitera de vous laisser emporter par elles. Cela vous donnera l'espace pour regarder avec plus de calme, pour réagir avec plus de sagesse. Le secret est celui-ci. La paix que vous recherchez tant, la force que vous désirez, la vie que vous espérez trouver, tout cela est ici, dans cette respiration, dans ce pas, dans cette conversation. Cela a toujours été là, attendant simplement que vous le réalisiez. Intégrez ce type d'attention dans vos routines et vous verrez que la présence n'est pas seulement une habitude, mais un changement de l'intérieur vers l'extérieur. 5. Développer un regard sincère sur soi-même. Se connaître est le début de toute sagesse. Mais dans un monde qui tire notre attention vers l'extérieur avec des nouvelles, des réseaux sociaux, des obligations sans fin, regarder à l'intérieur est devenu quelque chose de rare, presque audacieux. Avoir conscience de soi-même ne consiste pas seulement à savoir ce que l'on fait, mais à comprendre pourquoi. C'est comme tenir un miroir vers l'intérieur de son esprit, sans se mentir, sans fuir, sans craindre ce que l'on va voir. Beaucoup de gens vivent en réagissant, sans vraiment se comprendre. Ils agissent guidés par des sentiments dont ils ne savent pas d'où ils viennent, par des désirs qu'ils ne parviennent pas à expliquer, par des peurs qu'ils évitent d'affronter. Sans ce regard véritable sur nous-mêmes, les émotions ne nous aident pas, elles finissent par nous contrôler. Mais lorsque vous cultivez une connaissance de soi profonde, vous commencez à percevoir que chaque pensée, chaque émotion, chaque attitude a une raison. Rien n'est par hasard, tout fait partie de votre histoire intérieure. Les stoïciens parlaient beaucoup de l'observation de soi. Marc Aurèle, par exemple, écrivait « En te réveillant, pense au privilège d'être vivant, respirer, penser, sentir, aimer ». Mais il passait aussi des pages entières à questionner ses propres motivations, à analyser ses impulsions, à observer ses jugements. Ce n'était pas se critiquer, mais mieux se comprendre. Et sans cette compréhension, la liberté n'est pas possible. Cultiver un regard plus attentif sur soi-même commence par quelque chose de basique. Observer sans critiquer. Remarquez vos pensées au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans votre esprit. Percevez vos émotions monter et descendre comme des vagues.
Lorsque vous ressentez de la colère, arrêtez-vous un instant et prêtez-y attention. Qu'est-ce qui a causé cela? Quelle histoire est-ce que je me raconte à ce sujet? Si vous êtes triste, restez un moment avec ce sentiment. Où dans votre corps ressentez-vous cette tristesse? Une mémoire ou une attente est-elle à l'origine de cela? L'objectif n'est pas de réparer vos émotions, mais de les comprendre comme quelqu'un qui regarde le ciel la nuit et étudie les étoiles avec curiosité, non avec jugement. Écrire dans un carnet peut être un puissant outil dans cette démarche. Il n'est pas nécessaire d'avoir un journal bien soigné, rempli de phrases bien pensées. Il suffit de mettre sur papier ce qui est en vous, tel que cela vient. Écrivez vos peurs, vos colères, vos rêves et vos doutes. En écrivant tout cela, vous commencez à voir plus clairement. Une pensée écrite est une pensée que vous pouvez examiner de l'extérieur. Et ce que nous comprenons peut changer. Avoir plus de conscience de soi exige aussi du courage pour affronter des vérités qui ne sont pas toujours confortables. Il est facile de réaliser quand quelqu'un nous fait du tort. Il est plus difficile de voir quand nous nous mettons dans le rôle de la victime. Il est facile de noter quand nous subissons une injustice. Mais il est compliqué d'admettre que notre fierté complique tout. Prendre conscience de soi, c'est aussi regarder ces parties que nous préférerions cacher. Pas avec dureté ni honte, mais avec calme et courage pour dire « Cela fait aussi partie de moi. Et comme je peux le voir, je ne suis plus prisonnier de cela. » Sénèque disait que personne n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais de difficultés, car il n'a jamais eu la chance de prouver de quoi il est fait. De la même manière, personne n'est plus perdu que celui qui ne regarde jamais à l'intérieur. Si vous ne faites pas face à ce que vous pensez et ressentez, vous êtes comme un bateau sans direction, ballotté d'un côté à l'autre par les émotions. Mais quand vous vous connaissez vraiment, vos forces, vos défauts, vos habitudes et vos réactions, vous pouvez prendre les rênes de votre vie. Avoir conscience de soi n'est pas un point d'arrivée, c'est un exercice que l'on fait chaque jour. Une conversation constante avec soi-même. Certains jours, vous serez bien comprenant clairement ce que vous ressentez. D'autres jours, vous tomberez dans de vieilles erreurs et perdrez des signaux. Et c'est normal, cela fait partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de continuer à essayer. Chaque fois que vous observez sincèrement ce que vous ressentez, même un peu, vous vous renforcez. Et vous apprenez à vivre de manière plus consciente, au lieu de simplement réagir. Lorsque vous développez ce regard intérieur, vous devenez également plus compréhensif envers les autres. Vous commencez à percevoir que chacun lutte contre ses propres batailles cachées, que personne n'est parfait et que chacun porte des douleurs invisibles. Ainsi, au lieu de juger rapidement, vous écoutez davantage, vous comprenez mieux. Et cela change, petit à petit, votre façon de vous relier au monde. Vous commencez à vivre avec plus d'équilibre, avec plus de fermeté intérieure. Et cette fermeté ne dépend pas de ce que les autres disent ou des événements extérieurs. Elle vient du fait que vous vous connaissez vraiment, le côté lumineux et le côté sombre aussi. Quand vous atteignez ce point, vous ne vous laissez plus emporter par les éloges ou les critiques. Vous vous appuyez sur quelque chose de plus profond que l'opinion des autres. Vous vivez ancré dans la vérité de qui vous êtes. Quand vous vous connaissez vraiment, vous cessez d'être contrôlé par des sentiments que vous ne saviez même pas être là. Vous commencez à commander vos pensées, non par la force brute, mais par l'acte simple, ferme et courageux de voir clairement. Vous comprenez déjà que la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever avec plus de conscience à chaque fois. C'est ce type de fermeté silencieuse qui construit une vie réelle, présente et pleine de sens. À ce moment-là, en cours de route, beaucoup abandonnent, mais vous êtes ici, choisissant de continuer pas à pas. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de grandir intérieurement pour affirmer cet engagement envers votre évolution interne ». Maintenant, revenons à notre leçon. 6. Nommez et acceptez ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne reconnaissez pas. Les sentiments sont comme des vagues. Ils viennent, grandissent, puis s'en vont. Et si vous ne savez pas ce que vous ressentez,
Il est beaucoup plus facile d'être emporté par cela et de finir par dire ou faire des choses dont vous allez vous repentir. Pour mieux gérer ce que vous ressentez, vous devez d'abord apprendre à reconnaître et à nommer vos émotions. Dire ce que c'est, sans peur et sans jugement. Cela peut sembler simple, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à dire « j'ai de la colère » ou « c'est de la tristesse » ou encore « j'ai peur ». La plupart d'entre nous ont appris à cacher ce qui est inconfortable, à ignorer ce qui dérange. Mais garder ce que l'on ressent n'est pas la même chose que contrôler. Nier n'est pas la même chose qu'entendre. Ce que nous repoussons grandit dans l'ombre. Les stoïciens, bien qu'étant connus pour leur retenue, n'ont jamais dit que nous devions faire semblant de ne pas ressentir. Ils prônaient la connaissance approfondie des sentiments. Sénèque a dit que personne n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais traversé des moments difficiles, car il ne s'est jamais prouvé. De même, personne n'est plus fragile que celui qui refuse de regarder à l'intérieur et d'affronter ce qu'il ressent. La véritable force n'est pas de faire semblant que rien ne vous affecte, c'est savoir ce qui vous touche et, malgré cela, choisir calmement comment vous allez réagir. Nommer ce que vous ressentez est un premier pas de courage. Cela nécessite de la sincérité. Il faut que vous disiez, le cœur ouvert, c'est de la colère, c'est de l'envie, c'est de la peur. Vous n'avez pas besoin d'agir immédiatement, ni de vous laisser emporter par cela. Vous devez simplement reconnaître ce qui est là. Lorsque vous nommez un sentiment, vous sortez de la tempête et commencez à l'observer. Au lieu d'être entraîné par quelque chose de confus et de fort, vous pouvez faire un pas en arrière et dire « Maintenant, je ressens de la frustration ». Ce changement, passer du milieu du sentiment à la capacité de le regarder, est énorme. Vous n'êtes pas le sentiment, vous êtes celui qui voit ce sentiment se produire. Et voir clairement ouvre de l'espace pour respirer, pour réfléchir, pour choisir plus calmement. Après avoir nommé ce que vous ressentez, le prochain pas est d'accepter. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout ce que vous ressentez ou que vous laisserez vos sentiments vous contrôler. Cela signifie simplement que vous reconnaissez ce qui se passe. Faire semblant que la colère ou la peur ne sont pas là ne les fera pas disparaître. Cela les rendra juste plus fortes, à l'intérieur, cachées. Accepter, c'est choisir de faire face à ce qui est réel, plutôt que de lutter contre cela. Être humain, c'est cela. Ressentir une multitude de choses différentes et parfois tout en même temps. Tout le monde ressent, même ceux qui semblent sages, calmes ou forts. Ce qui change, c'est que certaines personnes parviennent à affronter ces sentiments sans se laisser emporter par eux. Essayez de penser aux sentiments comme à la météo à l'extérieur. Il y a des jours où le ciel est clair et il y a des jours où il pleut fort. Vous ne sortez pas dans la rue en criant contre la pluie, en demandant à ce qu'elle s'arrête. Vous acceptez qu'il pleuve et vous vous adaptez. Vous prenez un parapluie, vous marchez lentement, vous attendez que la tempête passe. Avec les sentiments, c'est la même chose. Quand vous acceptez ce que vous ressentez, vous pouvez traverser les moments difficiles avec plus de fermeté et de légèreté. Marc Aurèle avait l'habitude de considérer les difficultés de la vie comme faisant partie du paquet et non comme une injustice. Il a écrit quelque chose comme « Vous avez le contrôle sur vos pensées, pas sur ce qui se passe à l'extérieur ». Traduction en français, cela s'applique aussi aux sentiments. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce que vous ressentez sur le moment, mais vous pouvez décider ce que vous en ferez. Et cette décision commence au moment où vous admettez ce que vous ressentez. Ce processus exige de l'humilité. De l'humilité pour reconnaître que nous ne sommes pas toujours logiques, que nous ne sommes pas toujours sereins, que nous ne sommes pas toujours des exemples à suivre. Parfois, la peur, la colère, le désir, la tristesse, tout cela se manifeste en même temps. Mais il y a aussi quelque chose de très beau là-dedans. Lorsque vous acceptez vos sentiments sans vous juger, vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Vous cessez d'être dominé par des sentiments niais et devenez quelqu'un qui comprend ce qui se passe en lui. Essayez de donner un nom à vos sentiments avec bienveillance. Il n'est pas nécessaire de trop vous analyser.
Il suffit de dire « c'est de la colère, c'est de la nostalgie, c'est de l'espoir ». Cela suffit. Et accueillez-les avec douceur comme si vous receviez une vieille connaissance. Cela ne signifie pas que vous allez laisser ce sentiment résider chez vous pour toujours, mais simplement que vous reconnaissez qu'il est là, maintenant. Et rappelez-vous, les sentiments sont éphémères. Ils vont et viennent, comme les saisons. Votre rôle n'est pas de mener une guerre contre eux, c'est de les percevoir, de les accepter et de les laisser passer sans vous y identifier. En fin de compte, apprendre à gérer ses sentiments ne signifie pas ressentir moins, mais ressentir avec plus de sagesse. C'est être présent à ce qui se passe en vous, sans laisser cela vous contrôler. C'est savoir que vous pouvez ressentir de la colère sans exploser, ressentir de la peur sans fuir, ressentir de la tristesse sans sombrer. Nommez, acceptez, respirez et choisissez. C'est le chemin calme, simple mais puissant vers la liberté intérieure. Partie 7. Changer la façon de percevoir les pensées négatives. Les histoires que nous nous racontons façonnent notre manière de vivre. Souvent, la souffrance ne provient pas de ce qui arrive, mais de ce que nous pensons à propos de ce qui arrive. Un commentaire malveillant devient la preuve que nous ne valons rien. Une erreur se transforme en certitude que nous ne réussirons jamais. Un seul refus devient, dans notre esprit, un signe que personne ne voudra jamais de nous. C'est ce que les pensées négatives font en silence. Et c'est l'une des plus grandes causes de douleur émotionnelle. Les stoïciens ont bien compris cela. Ils disaient que les événements sont neutres. Ce qui leur donne du poids, ce sont les jugements que nous en faisons. Comme l'a dit Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez. Et tout commence par ce que vous pensez. Avant la colère, la peur ou la tristesse, il y a une pensée si rapide que parfois nous ne la remarquons même pas. Changer la façon de percevoir ces pensées n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est voir ce qui s'est passé avec clarté, retirer le drame que nous ajoutons et essayer de voir les choses d'une manière plus juste. C'est apprendre à ne pas faire confiance à la première pensée qui apparaît et à se demander « Est-ce la seule façon de voir cela? Est-ce vraiment vrai ?» Pensez à l'exemple d'un ami qui annule un rendez-vous. Votre esprit peut immédiatement dire « Il ne se soucie pas de moi, je suis mis de côté. » Mais et si c'était autre chose? Peut-être qu'il traverse un problème, peut-être qu'il est juste fatigué, peut-être que cela n'a rien à voir avec vous. Lorsque vous changez votre point de vue, vous reprenez le contrôle de ce que vous ressentez. Cela ne signifie pas être naïf, mais être flexible, reconnaître que la première réaction n'est pas toujours la plus juste. C'est entraîner l'esprit à réfléchir à 2 fois avant d'accepter une pensée comme une vérité absolue. Commencez par prêter attention. Lorsque vous réalisez que vous êtes pris dans une vague de pensées négatives, arrêtez-vous. Dites clairement ce que vous pensez. Je pense que je suis un échec parce que j'ai commis une erreur. Dire cela à haute voix ou l'écrire affaiblit déjà cette pensée. Les pensées négatives aiment se cacher. Lorsqu'elles sont exposées, elles perdent de leur force. Ensuite, interrogez-vous. Est-ce qu'une erreur définit qui vous êtes? Est-ce qu'un échec indique comment sera votre avenir? Est-ce qu'un refus signifie que vous ne serez jamais aimé de personne? Les stoïciens souriraient ici. Ils se rappelleraient que vous n'êtes pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Revoir ces pensées invite également à voir les choses avec plus d'équilibre. Tout ne doit pas être qualifié de juste ou de faux. Parfois, ce qui se passe dans la vie n'est que matière brute qui peut vous aider à grandir et à devenir plus fort. Marc Aurèle avait l'habitude de rappeler « Cela n'est ni bon ni mauvais, cela est simplement ». Regarder les situations ainsi a beaucoup de force. Cela vous aide à affronter la vie avec calme, sans être tendu ou en conflit avec tout. Avec le temps, changer sa façon de penser cesse d'être une lutte contre le négatif et devient une habitude de voir le possible. Une habitude de trouver des solutions là où auparavant vous ne voyiez que des portes fermées. Une habitude d'apprendre de vos trébuchements plutôt que de vous sentir vaincu par eux. Une habitude de vous traiter avec bienveillance plutôt que de vous critiquer trop lorsque vous faites une erreur. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaîtra. La vie continuera à vous toucher de temps en temps.
Mais lorsque vous changez votre regard sur les blessures, elles deviennent des enseignants, pas des prisons. La douleur devient quelque chose que vous traversez, pas quelque chose qui vous emprisonne. C'est un effort quotidien. Certains jours, il est plus facile de changer de pensée. D'autres, la vieille façon de penser peut sembler plus forte et vous tirer vers le bas. C'est normal. Les changements réels sont ainsi, désordonnés, imparfaits, humains. Mais chaque fois que vous vous arrêtez, réfléchissez à nouveau et choisissez de voir les choses différemment. Vous entraînez votre esprit à se libérer. Changer sa façon de penser est en fin de compte un acte de liberté émotionnelle. C'est dire non aux idées négatives que votre esprit invente. C'est décider de regarder votre vie avec plus de force, pas de faiblesse. Demandez-vous fréquemment quelle autre signification cela peut-il avoir? Quelle est la façon la plus ferme de voir cela? Que penserait quelqu'un de plus sage à ma place? Ces questions aident à alléger le poids des pensées négatives. Vous faites de la place pour l'intelligence, pour la force intérieure, pour la paix. Vous commencez à écrire votre propre histoire de l'intérieur, au lieu d'être emporté par n'importe quelle pensée qui apparaît. Et cela change tout, de manière calme, mais très puissante. Partie 8. Pratiquer l'empathie et la compassion pour les autres et pour soi-même. Beaucoup de gens pensent que la force consiste à être froid. Nous apprenons, même sans nous en rendre compte, que la force, c'est avancer sans relâche, ne pas montrer d'émotion, ériger des murs pour que rien ne nous atteigne. Mais la véritable force ne réside pas dans ces murs. Elle réside dans le courage de s'ouvrir, dans l'empathie et la compassion qui sont silencieuses mais résistantes. L'empathie est la capacité de sortir un peu de soi et d'essayer de comprendre ce que l'autre traverse. La compassion est le choix d'agir avec gentillesse après avoir compris cela. Et même si ces qualités semblent être tournées vers les autres, tout commence en nous. Être empathique envers les autres, c'est se rappeler que chacun fait face à quelque chose. Parfois, la colère d'un inconnu, la froideur d'un ami ou la déception causée par quelqu'un que nous aimons ne proviennent pas de la malice, mais de blessures, de peur ou de manque que cette personne porte en elle. Les stoïciens nous conseillaient de ne pas réagir avec colère immédiatement. Non pas parce que les choses mauvaises n'existent pas, mais parce que la colère trouble notre clarté d'esprit. Marc Aurèle disait « Avant de critiquer quelqu'un, demande-toi, qu'est-ce qui en moi est semblable à cela que je suis sur le point de juger ?» Voir l'humanité des autres n'est pas synonyme de tout excuser. Ce n'est pas renoncer à ses limites. C'est simplement alléger le poids du jugement qui finit par empoisonner notre propre paix. C'est apprendre à dire « cette attitude m'a blessé, mais elle vient d'une douleur qui n'est pas la mienne » ou « ce commentaire m'a fait mal, mais il en dit plus sur sa blessure que sur moi ». L'empathie n'est pas de prendre la douleur des autres sur soi. C'est comprendre suffisamment pour ne pas laisser cela te déstabiliser. C'est voir la colère de l'autre sans réagir par la colère. C'est percevoir la peur sans agir avec peur. C'est maintenir ton équilibre même quand le monde autour de toi est chaotique. Et qu'en est-il de la compassion envers soi-même? Dans de nombreux cas, c'est encore plus difficile. Souvent, nous sommes durs avec nous-mêmes, bien plus que nous ne le serions avec autrui. Nous pardonnons les erreurs des autres, mais pas les nôtres. Nous traitons nos amis avec patience, mais nous nous culpabilisons pour les mêmes faux pas. Pratiquer la compassion envers soi-même, c'est avoir le courage de se regarder avec la même bienveillance que celle que nous offrons aux autres. C'est comprendre qu'errer ne fait pas de vous une mauvaise personne. C'est se rappeler que grandir est confus, que tout le monde échoue, et que cela ne diminue pas votre valeur. Sénèque a écrit « Personne ne devient grand d'un coup, grandir prend du temps. Être bon en quelque chose est un chemin. » Et ainsi nous continuons. Dans ce cheminement, il y aura des jours où vous perdrez votre calme, où vous agirez par peur, où vous échouerez à être la personne que vous souhaitez être. La compassion, c'est gérer ces moments sans se haïr. C'est se demander « Que puis-je tirer de cela? Comment puis-je avancer avec plus de sagesse et de force ?» Être gentil avec soi-même n'est pas éviter ses responsabilités. La véritable compassion vient avec la maturité. C'est dire « Oui, j'ai fait une erreur, mais cela ne me définit pas.
Je vais apprendre et continuer. Cette façon de penser transforme l'échec d'une fin de ligne en une nouvelle opportunité. La pratique de l'empathie et de la gentillesse envers les autres et envers soi-même crée un esprit à la fois aiguisé et doux. Aiguisé pour comprendre les choses clairement, doux pour agir avec sagesse. Cela empêche le ressentiment de s'enraciner. Cela garde le cœur flexible, même lorsque le monde tente de vous durcir. L'empathie enseigne la patience envers les autres. La compassion enseigne la patience envers soi-même. Ensemble, ces attitudes bâtissent une vie de maturité émotionnelle, où la force n'est pas mesurée par la capacité à se battre, mais par la capacité à supporter calmement, à comprendre et à avancer. Chaque jour, vous avez l'occasion de pratiquer. Un collègue se fâche contre vous. Un conducteur vous coupe la route. Un ami vous déçoit. Votre propre esprit vous critique pour quelque chose que vous avez oublié de faire. Dans chaque situation, vous pouvez choisir, réagir de manière impulsive ou répondre avec gentillesse. Vous durcir ou rester ouvert. Rester accroché au jugement ou essayer de comprendre davantage. Le choix n'est pas toujours facile, mais il est toujours le vôtre. Et chaque fois que vous choisissez l'empathie plutôt que la colère, la compassion plutôt que la critique, la patience plutôt que la culpabilité, vous devenez plus fort. Pas dans le sens de quelqu'un qui ne peut être touché, mais d'une manière plus profonde, de quelqu'un qui ne peut être brisé. Pratiquez l'empathie, pratiquez la compassion envers les autres et envers vous-même, et voyez comment, de manière silencieuse et puissante, votre monde change. 9. Assumez la pleine responsabilité de vos réactions. Il existe une ligne invisible et silencieuse entre ce qui vous arrive et ce que vous choisissez d'en faire. Beaucoup de gens ne la traversent jamais. Ils restent piégés dans un cycle de blâmer tout et tout le monde, comme si leurs émotions étaient contrôlées par autrui. Mais la véritable liberté, celle que personne ne peut vous enlever, commence au moment où vous acceptez une vérité simple et ferme. Vous êtes responsable de vos réactions. Pas de ce qui se passe, ni de ce que les autres disent ou font, mais du sens que vous donnez aux pensées que vous avez et aux choix que vous faites. Dans les enseignements des stoïciens, cette différence est très importante. Épictète disait « Nous ne sommes pas affectés par les événements, mais par les opinions que nous avons à leur sujet. » Notez qu'il ne dit pas que les événements ne peuvent pas être douloureux. Il refuse simplement de laisser ces événements dominer sa paix intérieure. Assumer la pleine responsabilité, ce n'est pas se blâmer, ce n'est pas se martyriser chaque fois que vous êtes contrarié ou irrité. C'est s'approprier la situation. C'est l'acte silencieux et puissant de dire « Ma paix, ma croissance, ma dignité, elles sont à moi pour être protégées, à moi pour être cultivées. » Personne ne peut faire cela à votre place. Lorsque vous refusez d'assumer la responsabilité de vos réactions, vous abandonnez votre vie émotionnelle au monde. Vous laissez la grossièreté d'un inconnu décider de votre humeur. Vous laissez une erreur ruiner votre estime de soi. Vous laissez le chaos de la vie décider si vous allez tomber ou rester debout. Mais lorsque vous assumez la responsabilité, vous reprenez le contrôle. Vous commencez à vivre de l'intérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Ce changement n'est ni facile ni rapide. Il exige beaucoup d'honnêteté. Il exige que vous cessiez d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Il exige que vous cessiez d'attendre que les choses s'améliorent avant de décider de rester calme, concentré et en contrôle. Il exige que vous cessiez de mesurer votre état émotionnel en fonction de ce qui se passe autour de vous. Et cela exige surtout que vous renonciez au confort de blâmer les autres. Il y a un certain soulagement à blâmer les autres. Cela nous épargne le travail difficile du changement. Cela nous fait voir le monde comme un méchant et nous comme des victimes. Mais le confort n'est pas la même chose que la liberté. La véritable liberté est inconfortable. Elle exige du courage pour voir quel rôle vous jouez dans votre propre souffrance. Elle exige de l'humilité pour dire « j'ai choisi cette pensée, j'ai alimenté cette émotion, j'ai agi par cet élan ». Assumer la responsabilité, ce n'est pas être parfait. Vous ressentirez encore de la colère, de la tristesse et de la peur. Vous êtes humain, mais en assumant la responsabilité, vous parvenez à le réaliser plus rapidement. Vous faites un pas en arrière plus tôt,
Vous prenez le contrôle du processus au lieu d'être contrôlé par lui. Marc Aurèle, même confronté à des trahisons, des guerres et à la pression constante de l'Empire, écrivait « Vous avez le contrôle sur votre esprit, pas sur les événements. Reconnaissez cela et vous trouverez la force. La véritable force n'est pas dans le contrôle de ce qui est incontrôlable. Elle réside dans la maîtrise de ce qui est toujours à votre portée, votre façon de voir les choses, vos intentions, vos réponses. Lorsque vous assumez la pleine responsabilité de vos réactions, une transformation se produit. La critique ne vous détruit plus, elle vous enseigne. Les obstacles ne vous définissent plus, ils vous affinent. Le comportement des autres ne contrôle plus votre état émotionnel. Vous devenez comme le ciel, constant, même avec les tempêtes autour de vous. Cela ne signifie pas que vous devez vous excuser pour les mauvais traitements que vous subissez. Mettre des limites fait également partie de cette responsabilité. Si quelqu'un vous manque de respect, vous pouvez et devez réagir avec clarté et fermeté. Mais même ainsi, l'énergie que vous apportez, le calme ou le chaos que vous transmettez est un choix qui vous appartient. La responsabilité est un pouvoir. C'est l'armure silencieuse qui protège votre paix dans un monde bruyant. C'est la boussole invisible qui vous maintient ferme lorsque la vie essaie de vous entraîner dans différentes directions. Et ce n'est pas une décision unique. Chaque jour, vous avez plusieurs occasions de pratiquer. Lorsque quelqu'un vous coupe la route, lorsqu'un ami vous déçoit, lorsque vos plans échouent, chaque moment vous pose la question. Allez-vous réagir sans réfléchir ou allez-vous répondre avec conscience? Allez-vous blâmer ou assumer? Avec le temps, ces petits moments façonnent votre caractère. Ils construisent une base de force qui ne peut être ébranlée par le comportement des autres ou par l'imprévisibilité de la vie. Ils forgent une résistance qui n'est ni bruyante, ni ostentatoire, mais silencieuse, stable, inébranlable. Assumer la pleine responsabilité de vos réactions n'est pas seulement une compétence, c'est une façon de vivre. C'est une décision de ne plus être contrôlé par des choses qui échappent à votre portée. C'est un engagement à vivre de l'intérieur, basé sur vos propres principes, guidé par vos propres choix. Prendre soin de vos réactions, préserver votre paix, contrôler votre vie. Vous réalisez déjà que la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de continuer à se relever avec plus de conscience à chaque fois. C'est ce type de fermeté silencieuse qui construit une vie réelle, présente et pleine de sens. C'est à ce moment-là, en chemin, que beaucoup abandonnent, mais vous êtes là, choisissant de continuer, pas à pas. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de grandir de l'intérieur » pour affirmer cet engagement envers votre évolution interne. Maintenant, revenons à notre leçon. 10. Lâchez prise sur le poids, l'ego, l'orgueil et les rancunes. Il y a un poids que nous portons sans même nous en rendre compte. Il pèse sur l'esprit, serre le cœur, trouble notre jugement et ne vient pas de ce que les autres ont fait contre nous, mais de ce que nous n'avons pas réussi à laisser partir. Notre ego, notre orgueil, nos rancunes. Souvent, nous pensons que la force consiste à maintenir notre position, à ne pas céder. Mais parfois, la véritable force réside dans la décision silencieuse de se débarrasser du poids qui ne nous sert plus. Parfois, c'est en laissant aller et non en retenant que nous devenons libres. L'ego nous murmure que nous devons toujours avoir raison, que chaque petite offense est impardonnable, que perdre le respect est une humiliation. L'orgueil dit que pardonner est un signe de faiblesse, que passer à autre chose sans vengeance est se rendre. Les rancunes nous convainquent que garder de la colère nous protégera d'une nouvelle douleur. Mais les stoïciens, avec leur sagesse, voyaient les choses différemment. Ils comprenaient que s'accrocher à la douleur, à l'orgueil, à la nécessité de vengeance ne fait que nous enfermer dans les mêmes choses dont nous nous plaignons. Marc Aurèle a demandé « Allez-vous vous fâcher contre le monde comme si le monde se souciait de vous ?» Il savait que porter rancune, c'est comme boire du poison et espérer que quelqu'un d'autre meure. Libérer l'ego ne signifie pas penser moins de soi-même. Cela signifie avoir moins besoin du monde pour prouver sa valeur. Cela signifie rester ferme dans ce que vous êtes, sans avoir besoin d'approbation tout le temps.
Lorsque votre ego se tait, vous ne vous effondrez pas avec les critiques. Vous n'avez pas besoin de dominer toutes les conversations. Vous n'avez pas peur de vous tromper, car votre identité ne dépend pas d'être toujours dans le vrai. Libérer l'orgueil ne signifie pas être faible. Cela signifie choisir la dignité plutôt que la domination. L'orgueil exige que vous gagniez. La dignité demande seulement que vous agissiez avec honneur. Lorsque vous laissez de côté l'orgueil, vous pouvez demander pardon quand il le faut, pardonner quand vous êtes prêt et vous éloigner des querelles qui ne font que perturber votre paix. Vous pouvez être en désaccord sans haine. Vous pouvez corriger sans humilier. Vous pouvez diriger sans avoir besoin d'être supérieur. Libérer les rancunes est peut-être le plus difficile. Les rancunes semblent justes. Elles nourrissent l'illusion que nous nous protégeons en nous rappelant chaque douleur. Mais, en réalité, nous nous enfermons dans la mémoire de la souffrance. Nous laissons un espace gratuit dans nos esprits pour les personnes qui nous ont blessés, permettant qu'elles nous fassent encore mal bien après que tout soit passé. Le pardon, pour les stoïciens, ne signifie pas oublier ou justifier le mal. C'est décider de ne pas laisser ce qui s'est passé dans le passé définir votre avenir. C'est choisir d'être libre, même lorsque les autres agissent de manière injuste. Sénèque nous rappelle que la meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui vous a fait du mal. Vous ne guérissez pas en faisant souffrir les autres comme vous avez souffert. Vous vous guérissez en brisant le cycle, en choisissant la paix plutôt qu'en vivant dans des querelles sans fin. Libérer l'ego, l'orgueil et les rancunes n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. C'est une pratique, un choix que vous faites chaque jour, parfois à chaque heure. Lorsque la critique vous blesse, vous respirez profondément et vous vous rappelez « Je suis plus que ce moment ». Lorsque l'orgueil essaie de vous faire réagir, vous faites une pause et vous vous demandez « Qu'est-ce qui compte le plus, gagner ou apprendre ?» Lorsque le ressentiment surgit, vous vous détendez et murmurez pour vous-même « Je ne vais plus porter cette colère ». Et au fur et à mesure que vous pratiquez, quelque chose d'incroyable se produit. L'esprit devient plus léger, le cœur devient plus calme. Vous avancez dans la vie avec moins de défense, mais plus de force intérieure, non pas parce que vous êtes intouchable, mais parce que vous n'êtes pas endurci. Vous ne vous laissez pas affecter par chaque offense, chaque malentendu, chaque manque de respect. Vous pouvez partir quand cela est nécessaire. Vous pouvez pardonner sans oublier qui vous êtes. Imaginez vivre chaque jour sans porter les blessures du passé. Imaginez affronter les défis sans avoir besoin de défendre votre ego. Imaginez demander pardon lorsque vous vous trompez et pardonner rapidement lorsque les autres échouent. Imaginez l'espace, la clarté, l'énergie qui reviendrait dans votre vie. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'aveuglement, c'est la véritable force, la force de se contrôler. Libérer le besoin de toujours prouver sa valeur, libérer le désir de montrer à quel point vous êtes important. Libérer le poids des anciennes rancœurs et, ce faisant, récupérer quelque chose de bien plus précieux que l'orgueil, votre paix. 11. Établir des limites saines et communiquer clairement. Il y a un pouvoir silencieux à apprendre où vous vous terminez et où les autres commencent. Dans un monde qui valorise souvent le sacrifice de soi et la disponibilité sans fin, établir des limites peut sembler égoïste, mais ce n'est pas le cas. Les limites ne sont pas des murs qui éloignent les gens. Ils sont la structure qui permet une connexion véritable, un respect mutuel et une paix authentique. Les limites saines sont des manières de se respecter. Elles disent « Sans agression, voici ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Voici ce que je ne peux pas accepter. Si je veux vivre de manière authentique, voici la ligne qui protège ma paix, mon temps, ma dignité. Sans ces limites, même les meilleures relations peuvent devenir tendues et déséquilibrées. » Les stoïciens, bien qu'ils n'aient pas parlé directement des limites, vivaient selon elles. Marc Aurèle savait l'importance de protéger sa vie intérieure contre le désordre et les distractions. Il a écrit « La tranquillité vient lorsque vous arrêtez de vous soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font, mais uniquement de ce que vous faites. Les limites sont le choix conscient de contrôler vos propres actions, indépendamment de ce que le monde essaie de vous imposer. Établir des limites commence par la connaissance de soi. Vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui me fragilise,
Qu'est-ce qui me renforce? Qu'est-ce que je suis prêt à donner de bon cœur et qu'est-ce que je dois protéger? Sans cette clarté, vous allez toujours réagir, exagérer les attitudes des autres, vouloir plaire à tout le monde, vous épuiser sans même vous en rendre compte. Une fois que vous avez cette clarté, l'étape suivante est de communiquer de manière simple, calme, directe, sans justifier ou demander pardon pour occuper votre espace. Mettre une limite n'est pas se battre. C'est simplement exprimer votre vérité. Cela peut ressembler à « Merci pour l'invitation, mais j'ai besoin de temps pour moi aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à cette demande maintenant. J'apprécie notre amitié et, pour qu'elle soit saine, nous devons avoir des attentes claires. La manière de poser des limites est simple. Ce qui est difficile, ce ne sont pas les mots, mais le courage de les dire et de maintenir ces mots lorsqu'ils sont remis en question. Vous serez testé. Certaines personnes n'aimeront pas vos limites, surtout si elles bénéficiaient de votre absence de limites. Elles peuvent vous blâmer, vous questionner ou essayer de franchir vos barrières. C'est leur droit. Mais c'est aussi votre droit et votre responsabilité de rester ferme, sans colère, sans excuses, sans drame. Sénèque a dit « Entourez-vous de personnes qui vous aident à grandir ». Les limites saines sont la manière dont vous vous assurez que vos relations vous élèvent, plutôt que de vous épuiser. Elles sont la façon dont vous protégez l'espace où la croissance, l'amour et le respect de soi peuvent fleurir. Parler avec clarté ne signifie pas être cruel. Vous n'avez pas besoin d'être agressif pour être ferme. En fait, les limites les plus efficaces sont celles qui sont exprimées avec calme et gentillesse. Elles n'attaquent pas, elles affirment simplement. Elles disent « Voici mon chemin et je le suis avec honnêteté. Mais je choisis qui et ce qui marche à mes côtés. » Pratiquer des limites vous enseigne que la paix n'est pas l'absence de conflit. Elle est la présence de clarté, qui vous apprend que dire non à ce qui vous fait du mal est en réalité dire oui à ce qui vous fait du bien. Cela transforme vos relations d'une obligation non réfléchie en une connexion véritable. Mais peut-être l'aspect le plus négligé des limites est celui-ci. Vous devez respecter vos propres limites en premier lieu. Il ne sert à rien de dire aux autres ce que vous n'acceptez pas si vous allez vous-même à l'encontre de ce que vous avez établi pour vous. Si vous dites que vous ne répondrez pas à des emails après une certaine heure, mais que vous finissez par le faire, ou si vous dites que vous avez besoin de vous reposer, mais que vous laissez la culpabilité vous dominer, chaque fois que vous allez à l'encontre de ce que vous vous êtes promis, vous fragilisez votre confiance. Chaque fois que vous vous trahissez, vous enseignez aux autres que vos limites sont des suggestions, pas des promesses. Respectez votre parole avec vous-même comme quelque chose de sacré. Les autres apprendront par votre exemple à faire de même. Les limites saines sont un acte d'amour, non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes avec lesquelles vous interagissez. Elles créent des attentes claires, évitent que des sentiments non exprimés se transforment en ressentiments et permettent à la connexion d'être véritable, sans la douleur de besoins non satisfaits. C'est une pratique constante. Il y aura des moments où vous serez tenté de céder vos limites pour éviter l'inconfort, pour être accepté ou pour éviter la culpabilité. Ne cédez pas. Chaque fois que vous restez fidèle à votre vérité, même si vous avez peur, vous renforcez votre centre. Vous vous enseignez que vous méritez l'espace que vous occupez. Vous réaffirmez de manière répétée que votre paix est une priorité, pas quelque chose qui vient après. Parlez clairement. Établissez des limites avec calme. Protégez votre énergie avec sagesse. Et voyez comment votre vie, peu à peu, devient plus légère, plus claire, plus libre. 12. Gérez le stress et l'anxiété avec des outils pratiques. Le stress et l'anxiété ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des réponses naturelles aux défis de la vie, des signaux du corps et de l'esprit indiquant que quelque chose est menacé, incertain ou vous surcharge. Mais, bien qu'ils soient naturels, ils ne doivent pas dominer votre vie. Contrôler le stress et l'anxiété ne signifie pas faire semblant que la vie est facile. Cela signifie construire les outils et les habitudes qui vous aident à traverser les difficultés avec fermeté, clarté et résilience.
Les stoïciens ont affronté beaucoup d'incertitudes, de guerres, d'exil, de trahison et de mort. Pourtant, ils ont cherché, par-dessus tout, à contrôler leur réponse interne face au chaos. Comme Marc Aurèle l'a écrit, vous avez contrôle sur votre esprit, pas sur les événements externes. Percevez cela et vous trouverez de la force. Cette compréhension est la base de tous les outils pratiques pour contrôler le stress. Ce ne sont pas les choses qui se passent en dehors de vous qui déterminent votre paix, mais ce qui se passe à l'intérieur. Le premier et le plus simple des outils est la respiration. Le stress la restreint, l'accélère et la rend courte. L'anxiété la coince dans la poitrine. En ralentissant consciemment la respiration, en l'approfondissant et en la rendant plus longue à chaque expiration, vous envoyez un signal à votre corps « Je suis en sécurité ». Une pratique simple. Inspirez pendant 4 secondes, maintenez pendant 4 secondes et expirez pendant 6 secondes. Répétez ce rythme lorsque la tension augmente. Lorsque la peur se renforce, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le mouvement est un outil souvent oublié. Lorsque notre esprit est agité, le corps le ressent aussi. Le corps a besoin d'énergie, il a besoin d'un moyen de libérer cela. Marchez, faites de l'exercice, bougez pour évacuer le stress de votre intérieur vers l'extérieur. Même quelques minutes de mouvement peuvent transformer l'anxiété d'un nuage lourd en quelque chose de contrôlable. Un autre outil très puissant est de changer sa façon de penser. L'anxiété grandit souvent lorsque nous pensons au pire, lorsque nous répétions des échecs ou exagérons les menaces. Entraînez-vous à remettre en question ces pensées. Demandez, cette peur est-elle réelle? Est-ce vrai? Est-ce utile? La plupart des peurs se dissipent lorsque nous les examinons sincèrement. Changer sa façon de penser ne signifie pas nier la réalité. Choisir de voir les choses d'une manière qui vous aide, plutôt que de vous paralyser. Le journal peut également devenir un refuge. Lorsque le stress commence à dominer vos pensées, écrivez tout sur le papier. Ne vous souciez pas d'éditer ou de juger ce que vous écrivez. Laissez vos peurs et frustrations se répandre dans les mots. Souvent, ce qui semble être un poids énorme dans l'esprit devient bien plus léger lorsqu'il est mis sur papier. Le journal donne forme à ce qui semble amorphe, aidant à comprendre, à traiter et à diriger. Et parfois, faire face au stress signifie demander de l'aide. Les stoïciens valorisaient l'indépendance, bien sûr, mais savaient également l'importance d'un bon réseau de soutien. Sénèque avait des amis avec qui il échangeait des lettres pleines de réflexions profondes. Marc Aurèle écrivait des rappels pour lui-même, inspiré par les leçons d'autrui. Demander de l'aide, que ce soit en parlant à quelqu'un, en cherchant un mentor ou même un professionnel, n'est pas un signe de faiblesse. C'est de la sagesse. C'est comprendre que bien que nous devions suivre notre propre chemin, nous n'avons pas à porter tout en silence. Un outil essentiel, mais souvent oublié, est la simplicité. L'anxiété augmente lorsque les choses se compliquent. Trop de tâches, trop d'obligations, trop de choses exigeant de l'attention. Simplifiez tout. Regardez ce qui est le plus important maintenant. Concentrez-vous là-dessus. Laissez de côté la pression d'essayer de tout faire en même temps. Sénèque nous rappelle, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La complexité nourrit l'imagination. La simplicité nous ancre dans ce qui est réel, possible et pratique. Faire face au stress exige également d'accepter. Accepter qu'un certain niveau de stress soit inévitable. Accepter que l'anxiété surgisse de temps en temps. Tenter de lutter contre le stress, souvent, ne fait qu'aggraver les choses. Accepter calmement et de manière observatrice retire beaucoup de son pouvoir destructeur. Vous devenez quelqu'un qui observe et non quelqu'un qui souffre. Et surtout, rappelez-vous que ces outils ne sont pas des performances. Certains jours, la respiration vous apaisera. D'autres, l'anxiété augmentera malgré vos efforts. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie simplement que vous êtes humain. Maîtriser le stress n'est pas une question de ne jamais le ressentir. C'est construire une plus grande résistance, une capacité à revenir à votre centre, peu importe combien vous vous en éloignez. Incorporez ces outils dans votre quotidien. Ne vous attendez pas à la crise pour les pratiquer. Faites des exercices de respiration chaque matin.
Faites du mouvement quotidien une priorité. Transformez la réflexion et la simplification en partie de votre routine nocturne. Ces petites habitudes quotidiennes créeront une base solide qui vous maintiendra ferme. Gérer le stress et l'anxiété n'est pas une question de résoudre tous les problèmes. C'est construire un refuge à l'intérieur de soi, un endroit qui reste calme, même lorsque le monde extérieur est agité. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à être un meilleur marin. 13. Accepter l'imperfection et pratiquer l'autocompassion. Il y a une beauté dans les imperfections, dans les parties de nous que nous essayons souvent de cacher. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'impulsion est de lutter contre l'imperfection, d'essayer de la corriger, de la dissimuler, de la surmonter. Nous imaginons que, dans le futur, après beaucoup d'efforts, de réalisation et d'autocontrôle, nous atteindrons enfin une version parfaite de nous-mêmes, sans défaut. Mais cette idée est une illusion. La perfection n'est pas l'objectif de la croissance. Elle en est l'ennemi. Accepter l'imperfection ne signifie pas abandonner la quête de l'excellence. Cela signifie laisser de côté l'idée que vous devez être parfait avant d'être digne de paix, de respect et d'autocompassion. Cela signifie comprendre que les échecs ne sont pas des échecs. Ce sont des marques de votre humanité. Les stoïciens nous le rappellent de manière douce, mais ferme. Marc Aurèle, qui a dirigé un empire et porté des responsabilités que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer, a pourtant écrit dans ses méditations sur ses frustrations, sa colère et son impatience. Il n'a pas caché ses défauts à lui-même. Il les a affrontés avec clarté et patience, sachant que l'objectif était le progrès, non la perfection. De la même manière, pratiquer l'autocompassion ne signifie pas justifier toutes les erreurs. Il s'agit de se voir avec honnêteté et gentillesse. Lorsque vous ferez une erreur, et vous en ferez, l'autocompassion dit « Bien sûr, j'ai commis une erreur. Je suis humain, mais je ne suis pas défini par cette erreur. » Lorsque vous n'atteignez pas vos idéaux, l'autocompassion dit « Je vois où j'ai échoué et je vais continuer à essayer. » Lorsque vous échouez, l'autocompassion dit « Cela fait partie du chemin, je suis toujours en route. » Sans autocompassion, chaque erreur devient une accusation personnelle. Chaque échec se transforme en preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. L'esprit commence à peser davantage. Pourquoi ne puis-je pas faire mieux? Pourquoi suis-je ainsi? Vais-je jamais y arriver? Et avec tout ce poids, la croissance diminue. Le courage disparaît. Le risque d'essayer à nouveau semble trop élevé. Mais avec la compassion, les erreurs deviennent des apprentissages, non une condamnation. Elles deviennent des enseignants, non des juges. Elles offrent des leçons, non des peines de prison. Sénèque a dit avec sagesse, tandis que nous enseignons, nous apprenons. De la même manière, tandis que nous nous trompons, nous grandissons, si nous sommes disposés à nous traiter avec patience, plutôt qu'avec punition. L'autocompassion est une pratique. Elle ne se produit pas automatiquement, surtout pour ceux qui ont passé des années à croire que la dureté est le seul chemin vers l'amélioration. Il faut un effort pour reconnaître la voix critique en vous et choisir d'écouter celle de la compréhension. Vous pouvez pratiquer cela de petites manières. Lorsque vous oubliez un engagement, au lieu de vous critiquer, vous pouvez dire « Je gère beaucoup de choses. Ce n'est pas grave d'oublier. Parfois, je vais trouver un meilleur moyen de m'organiser. » Lorsque vous êtes submergé d'anxiété, au lieu de vous traiter de faible, vous pouvez dire « Je porte beaucoup en ce moment. Je vais me donner les soins dont j'ai besoin. » Lorsque vous perdez votre patience, au lieu de vous sentir honteux, vous pouvez dire « Ce n'était pas comme je voulais agir. Je vois cela et je vais m'améliorer la prochaine fois. » Chacun de ces petits gestes aide à reconnecter votre esprit. Il vous enseigne que vous êtes en sécurité pour grandir, pour essayer et même pour échouer sans perdre l'équilibre. Accepter les imperfections améliore également vos relations. Lorsque vous acceptez votre propre humanité, vous devenez plus compréhensif envers l'humanité des autres. Vous cessez d'attendre un comportement parfait. Vous laissez de la place pour les erreurs, les malentendus et la croissance. Vous voyez les autres non pas avec un jugement sévère, mais avec compréhension. Cela ne signifie pas abandonner vos standards. Cela signifie créer ces standards sur la base de l'amour et non de la peur. Cela signifie comprendre que l'excellence ne découle pas de la peur d'échouer,
mais de la liberté d'apprendre, de risquer, de tomber et de se relever. En acceptant vos imperfections, vous embrassez votre humanité avec toutes ses complexités et vous vous permettez d'être entier. Vous comprenez que vous êtes et serez toujours en processus d'évolution. Vous changez votre focus de vouloir être parfait à vouloir être complet. Et ce changement transforme tout. Cela enlève le poids de devoir arriver quelque part. Cela vous donne la permission de respirer et d'essayer de grandir en étant vous-même. Les échecs restent, les parties irrégulières persistent. Mais au lieu d'être des marques de honte, elles deviennent des marques de vie, de courage et de résilience. Acceptez vos imperfections. Pratiquez l'autocompassion de manière ferme et inébranlable et découvrez la force silencieuse et invincible qui ne vient jamais de la perfection, mais de l'intégralité. 14. Développer une mentalité de croissance et un équilibre émotionnel. Grandir, c'est vivre. Croire que qui vous êtes maintenant n'est que le début de ce que vous pouvez devenir. C'est la base de la résilience, de vivre une vie qui s'expanse, plutôt que de se rétracter sous le poids des difficultés. Une mentalité de croissance n'est pas seulement une idée, mais une façon d'aborder chaque défi, chaque échec, chaque réussite, avec la compréhension que vous n'avez pas encore terminé et que vous ne terminerez jamais. Les stoïciens comprenaient cela très bien. Leur philosophie n'était pas de devenir invincible, mais de s'adapter. Ils savaient que la vie ne se plierait pas à notre volonté. Elle nous briserait, nous reconstruirait, nous défierait et nous surprendrait. La sagesse ne réside pas dans l'exigence que la vie soit facile, mais dans le fait de devenir le type de personne capable de faire face à la vie dans toute sa complexité, avec courage et esprit ouvert. Développer une mentalité de croissance, c'est changer la façon dont vous percevez la lutte. C'est voir l'échec non pas comme une preuve que vous n'êtes pas assez bon, mais comme une preuve d'effort. C'est voir les obstacles non pas comme des sentences, mais comme des opportunités. Chaque difficulté, chaque moment inconfortable devient une question. Que cela peut-il m'apprendre? Comment puis-je me renforcer à travers cela? Il ne s'agit pas de ne rien ressentir. Il s'agit de pouvoir vivre toutes les émotions sans être dominé par aucune d'elles. C'est être capable de souffrir sans perdre espoir, de ressentir de la colère sans agir de manière agressive, d'avoir peur sans se paralyser. C'est la capacité de revenir à votre centre, encore et encore, peu importe combien de fois la vie vous dévie. Imaginez deux arbres dans une tempête. L'un est dur, inflexible. Le vent casse facilement ses branches. L'autre est flexible. Il se plie, oscille, se déplace avec le vent mais ne se casse pas. L'arbre flexible survit parce qu'il s'adapte, ne résiste pas à la réalité, mais se déplace avec elle. C'est cela l'équilibre émotionnel. Ce n'est pas ne rien ressentir, mais ne pas se briser. Une mentalité de croissance vous apprend à attendre l'imperfection, non pas comme une excuse, mais comme quelque chose de normal dans la vie. Elle vous enseigne à gérer vos émotions avec curiosité, plutôt qu'avec peur. Lorsque la colère apparaît, vous vous demandez « qu'est-ce que je dois protéger ?» Lorsque la tristesse surgit, vous vous demandez « que suis-je en train de ressentir et comment puis-je respecter cela sans m'y noyer ?» Lorsque la peur arrive, vous vous demandez « quel risque suis-je en train d'éviter et que cela révèle-t-il sur ce que je valorise ?» L'équilibre émotionnel ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie être présent. Cela signifie que vous pouvez rester avec vous-même dans toutes les émotions, sans avoir besoin de les cacher, de les exagérer ou de fuir. C'est reconnaître calmement que vous ressentez cela et que vous pouvez y faire face. Marc Aurèle, confronté à des trahisons, des épidémies et des guerres, se rappelait « Si vous êtes troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de la manière dont vous la percevez. Et cela, vous pouvez le changer à tout moment. » Dans ces quelques mots réside l'essence de l'équilibre émotionnel, la capacité de contrôler votre monde intérieur, même lorsque le monde extérieur est en désordre. Pour cultiver une mentalité de croissance et un équilibre émotionnel, vous devez pratiquer, non pas une fois, ni de temps en temps, mais tous les jours. Vous devez valoriser l'effort plus que le résultat.
Vous devez vous pardonner pour vos erreurs, non pas pour excuser la paresse, mais pour nourrir la persévérance. Vous devez apprendre à voir de la valeur dans l'essai, pas seulement dans le résultat. Cela exige de l'humilité. L'humilité d'accepter que vous ne serez jamais parfait, qu'il y aura toujours plus à apprendre, plus à améliorer, plus à découvrir en vous. Cela exige également du courage, le courage d'essayer, de ne pas abandonner, de ressentir vraiment et d'avancer. De toute façon, grandir est déroutant. L'équilibre est toujours un travail en cours. Certains jours, vous ferez des erreurs. Certains jours, vous tomberez durement. Mais à mesure que vous grandissez, chaque fois que vous choisissez de vous engager dans votre vie, plutôt que de vous en éloigner, vous renforcez les muscles de la résilience. Avec le temps, la voix de la défaite s'apaise. La peur de l'imperfection perd de sa force. Vous cessez de vous demander « suis-je assez bon ?» et commencez à vous demander « comment puis-je m'améliorer ?» Vous arrêtez d'avoir peur de l'échec et commencez à le voir comme un enseignant. Vous cessez d'essayer de tout contrôler et commencez à apprendre à gérer la vie, moment après moment, avec force et légèreté. Développez une mentalité de croissance, cultivez l'équilibre émotionnel et vous découvrirez que la vie, même dans les moments les plus difficiles, cesse d'être quelque chose que vous supportez et devient quelque chose que vous façonnez chaque jour. Maîtriser vos émotions ne signifie pas devenir intouchable. Ce n'est pas construire des barrières si hautes que rien ne peut vous atteindre. C'est rester ouvert et ferme au centre de ce que vous ressentez en décidant quoi faire de vos émotions. C'est percevoir les premiers signes de colère sans les laisser se transformer en explosion. C'est entendre les peurs sans les laisser guider votre chemin. C'est reconnaître la tristesse, l'anxiété, la fierté et la douleur, non pas comme des ennemis à vaincre, mais comme des messages à comprendre. En apprenant à comprendre ce qui vous irrite, à percevoir les signaux de votre corps et à créer un espace entre sentir et réagir, vous conquiert une liberté que le monde ne peut jamais vous donner. La liberté que vous construisez de l'intérieur vers l'extérieur, en pratiquant la présence dans le simple, en cultivant une profonde conscience de soi, en nommant et en acceptant vos émotions, vous apprenez à vivre ici et maintenant avec courage et clarté. Vous transformez les pensées qui vous ont auparavant retenues. Vous pratiquez l'empathie, tant avec les autres qu'avec vous-même, surtout avec vous-même. Vous entrez dans le silence, prenant la responsabilité de vos réactions. Vous ne blâmez plus le monde pour ce qui se passe dans votre esprit. Vous vous débarrassez des lourds fardeaux de l'orgueil, de l'ego et du ressentiment, ces voleurs silencieux de la paix, avec lesquels vous établissez des limites avec calme et amour. Vous parlez la vérité de manière claire, sans agressivité ni excuse. Vous gérez les inévitables marées de stress et d'anxiété, non pas en luttant contre les tempêtes, mais en maîtrisant le bateau qui navigue à travers elles. Et avant tout, vous êtes en train d'embrasser le beau et imparfait travail de qui vous êtes. Vous choisissez de grandir plutôt que de stagner, d'être flexible plutôt que rigide, d'être présent plutôt que de céder à la panique. Ce chemin n'est pas linéaire, ce n'est pas facile. Cela ne se terminera pas aujourd'hui, demain ou même l'année prochaine. C'est une pratique pour toute la vie, une décision quotidienne de revenir encore et encore à l'endroit le plus profond en vous, où la paix ne vient pas des circonstances, mais est créée par l'intention. Et puis, je vous laisse avec cela, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être fort. Vous n'avez pas besoin d'être courageux pour être libre. Vous devez simplement être disposé à voir, disposé à ressentir, disposé à choisir mieux, même si c'est un peu chaque jour. Maîtrisez-vous avec douceur, pardonnez-vous avec intensité, marchez avec fermeté et ayez confiance que chaque petit acte de regard intérieur, de maîtrise de soi, chaque pause, chaque respiration, chaque geste de compassion, chaque choix de répondre plutôt que de réagir, construit une vie de force silencieuse et inébranlable. Si ce parcours a touché quelque chose en vous, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un que vous aimez et à continuer cette marche avec moi. Chaque pas est important, chaque pas compte. Jusqu'à la prochaine fois, restez présent, restez ferme et continuez à choisir la force qui est en vous.